l'après, 23e du nom, le Café de l'après, organisé par le Comité Grand Lille. Ces Cafés de l'après qui maintenant, depuis début avril, nous rassemblent et nous permettent de réfléchir à l'après. On reçoit aujourd'hui Arnaud Marion. On se met à l'heure de Londres aujourd'hui, puisque Arnaud nous l'expliquera, mais il est à Londres. Et je rappelle pour ceux qui viennent pour la première fois, ces Cafés de l'après s'écoutent en live, comme aujourd'hui, s'écoutent en podcast. Vous pouvez nous retrouver sur la plateforme Ocha et sur toutes les bonnes plateformes comme Spotify, Deezer, Google Podcast. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook maintenant. Vous allez sur le compte Facebook du Comité Grand Lille. Je l'ai expérimenté hier soir parce que je voulais vérifier que ça marche. C'est vraiment chouette. Et en plus, vous pouvez avoir la vidéo, ce qui vous donne une dimension supplémentaire par rapport au podcast audio que vous retrouvez sur les plateformes dont je viens de parler. Donc, le compte du Comité Grand Lille Facebook. N'hésitez pas à partager, à faire profiter vos entourages de la qualité des échanges que nous avons depuis les 22 que nous avons passés, le 23e aujourd'hui avec Arnaud Marion. Les cafés donc, de la presse se suivent en live, en podcast, et puis à la télévision sur la chaîne régionale WEO. Donc vous pouvez aussi aller les retrouver sur la chaîne régionale WEO. Ce qu'on peut vous dire, c'est que vous êtes nombreux à nous envoyer un certain nombre d'informations. On les prend en compte. On a une petite équipe qui est en train de travailler sur ce qu'on pourrait appeler la saison 2. Jean-Pierre, on en parlera tout à l'heure. La saison 2 des Cafés de l'après, puisque le pari qu'on s'était dit, c'était de dire on va faire ça pendant le confinement. Mais comme on y prend goût, on réfléchit à continuer. Mais Jean-Pierre vous en dira plus tout à l'heure. Voilà, on remercie toute l'équipe qui participe à l'organisation de ces Cafés de l'après, les équipes d'entreprises et cités, du réseau Alliance, Olivier Pluchard pour la technique, les équipes de la com. Et puis je le dis à chaque fois aussi, Alexandra Bren de l'agence Mocon Double qui nous aide à préparer ces entretiens parce que tous ces entretiens sont préparés. Et donc, merci Alexandra pour ton soutien. Ça me donne l'occasion aussi de rappeler quelque chose qu'on n'a pas dit depuis un certain temps, et je crois que c'est important de le redire. Tous les intervenants, alors sauf celui du jour, non je déconne, interviennent gratuitement. Tous les intervenants viennent gratuitement. Et c'est important aussi que vous le sachiez parce que on n'est pas dans une logique commerciale, on est dans une logique de don et de don, de bonnes pratiques, de bonnes idées à faire partager. Et c'est ça qui anime la volonté du Comité Grand Lille en faisant partager cette qualité d'échange. Alors, une bonne transition pour vous expliquer, pour ceux qui nous découvrent, comment est-ce que cet échange va se dérouler. Il va se dérouler en 2 temps. Dans un premier temps, Jean-Pierre Le Tartre et Arnaud Marion vont prendre un café ensemble et ils nous invitent à assister à cette conversation. Pas une conversation de salon, mais qui est une conversation de visio, mais qui donne finalement un nouveau genre, comme nous l'a dit l'autre jour Bruno Libert, d'ailleurs, avec un petit message sympa. Merci Bruno pour ton message qui nous a tout. Donc, ils vont échanger ensemble pendant une vingtaine de minutes ou 25 minutes, selon, on n'est pas aux pièces. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, Arnaud Marion répondra aux questions que vous nous poserez. Vous avez en bas de votre écran la barre d'outils, un point d'interrogation, Q et R comme question-réponse. Vous nous posez les questions, vous avez l'habitude, mais si vous venez pour la première fois, sachez-le, vous pouvez poser vos questions à Arnaud Marion et il y répondra dans un deuxième temps. Petite particularité aujourd'hui, c'est que business is business. Vous avez un rendez-vous à 14h30, Arnaud. Et donc, on arrêtera aujourd'hui exceptionnellement les cafés de l'après à 14h25 pour vous laisser le temps de prendre un thé et puis de vous mettre à votre rendez-vous. Voilà. En fait, à 14h25, on annoncera le programme post 11 mai, en fait. Donc voilà, ça nous permettra de terminer jusqu'à excusez-moi, j'étais sur un petit sujet. Hop là, voilà. Ce qui nous permettra d'aller jusqu'à 14h30 comme d'habitude. D'ailleurs, je rappelle avant de démarrer que demain, nous avons, je ne sais pas si tu la connais, Arnaud, Maud Bailly. Bien sûr. Voilà, je vais voir, c'est bon. Maud Bailly. Et la fameuse Maud Bailly que voilà. Donc Maud qui est Chief Digital Officer de Accor, qui était au cabinet d'Emmanuel Valls en charge des affaires économiques en fait. Quand Emmanuel Valls était Premier ministre, qui est une femme tout à fait brillante,
et qui nous parlera à la fois de la digitalisation et puis aussi, bien évidemment, d'un groupe comme Accor qui est, comme chacun le sait, au cœur de la tempête. Voilà, et c'est une femme charmante et très punchy. Vendredi, nous aurons aussi un café de l'après-midi, même si c'est le 8 mai, et nous recevrons bien sûr un amiral. Et donc, nous recevrons Loïc Finaz, qui est le directeur de l'école de guerre, qui est, vous savez, l'école top level pour former les officiers euh, au top de la hiérarchie, qui se trouve donc au Panthéon et qui est un amiral tout à fait passionnant, que je connais bien et qui viendra nous parler aussi, au fond, du commandement dans les périodes de crise. Voilà. C'est l'école de guerre, c'est pas au Panthéon. Non, c'est pas Panthéon, c'est à. L'école militaire, pardon. L'école militaire. Oui. Moi, j'ai dit Panthéon, c'est l'école militaire. Voilà. Non, mais c'est l'école militaire, en fait. Il est patron de l'école Et militaire. c'est ça. Le Panthéon, c'est après. Oui, c'est ça, Panthéon, c'est après. Alors, il est l'heure, Jean-Pierre. Maintenant, vous pouvez démarrer votre Et- conversation. C'est parti. Écoutez, avant de démarrer, je veux dire que notre amie Cynthia Fleury m'a dit que le confinement pouvait atteindre les cellules du cerveau. Peut-être que je suis en train de. Bien, on y va. Allez. Bonjour à tous. Merci d'être là. Nous recevons aujourd'hui la grande chance que nous avons de recevoir Arnaud Marion. Alors, Arnaud, tu es à Londres. Absolument. Peut-être avant de démarrer, tu pourrais nous donner des nouvelles du Premier ministre. Écoute, je crois qu'il va mieux et qu'il a repris le travail la semaine dernière. Mais je suis effectivement à Londres, à Marylebone, pas très loin à 300 mètres de Hyde Park. Voilà. Donc, c'est le café donc, à Londres. On était avec Bertrand Badret à Washington la semaine dernière. Et nous voilà donc à Londres. Les cafés de la presse sont effectivement aussi une ouverture au monde. Et je pense que c'est très important. Donc, Arnaud, et au fond, te recevoir à 3 jours du début du déconfinement, je dis bien le début, c'est extrêmement important parce que tu es le grand spécialiste, un des grands ou le grand spécialiste de la gestion de crise. Tu es fondateur du cabinet Marion Partners. Tu diriges l'Institut des hautes études en gestion de crise. Tu as travaillé sur plus de 300 dossiers. Hein. Tu as été en fonction de direction générale sur 45, à la fois sur les situations de bonus et sur des situations en difficulté. Alors, j'en cite quelques-uns: Vélib, Doux, Ersan, Merdia, Eulier, Le Lido, Playel, point de suspension. Donc, on voit que tu as bien connu des situations bien difficiles dans beaucoup d'entreprises. On te dit que tu es un serial redresseur, mais on m'ajoute, et c'est vrai, je peux reconnaître, à la fibre sociale. Ah, bien. Et donc, merci d'être là. Tu vas publier d'ailleurs un livre fin mai, tu m'as dit le 25, sur ton expérience où tu dis: partout où je passe les mêmes erreurs, les conseils d'un serial redresseur pour gérer les crises et se transformer. Eh bien, on peut dire que tu es à propos avec nous aujourd'hui, Arnaud, pour nous parler justement, pour aider ceux qui nous écoutent sur cette voie du redémarrage. Hein. On sort du mode pause pour passer au mode play. Et dis-nous, on va t'écouter pour que tu nous dises un peu quels sont tes conseils, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quelle est ta vision des choses. Peut-être j'ai toujours une première question un peu perso, mais elle m'intéresse particulièrement de te la poser parce que tu es à Londres où vous êtes confiné aussi, je pense. Hein. Et quand est-ce qu'il va y avoir un jour de déconfinement comme nous, on va en avoir un apparent le 11 mai? C'est pas encore annoncé. En tout cas, c'est comme en France, le même régime, c'est les mêmes types de commerces qui sont ouverts, les mêmes types de commerces qui sont fermés. C'est assez paradoxal parce que vu de France, moi j'ai eu beaucoup de coups de fil disant votre Premier ministre, il est nul, il n'organise pas les choses. Moi je vais juste vous faire part de quelque chose. Je suis rentré sur Londres la semaine où le samedi soir, je crois que c'était le 14 mars, Édouard Philippe a annoncé le confinement, enfin pré-annoncé le confinement, mais en tout cas la fermeture des restaurants. Ça faisait déjà 1 mois et demi que les banques avaient activé à Londres leur site de secours. Vous savez qu'elles ont toutes dans la campagne anglaise un site de secours s'il y a un incendie, quelque chose. Elles avaient réparti notamment sur les salles de marché la moitié des effectifs. Et pour les effectifs qui restaient à Londres, la moitié était déjà en télétravail depuis 2 semaines, l'autre moitié sur site. Et autour de nous, beaucoup d'entreprises, depuis 15 jours, avaient adopté le télétravail. Ma dernière fille, qui est en master à la London School of Economics, était depuis 15 jours déjà en e-learning et télétravail. Donc, et les Londoniens
Bon, voilà, économie très libérale. Donc, on ne nous donne pas de directives strictes, mais en fait, applique strictement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il n'y a personne dans les rues. Bon, à Hyde Park, il y a un peu plus de monde, notamment le week-end, mais les gens vont faire du sport, vont faire leurs courses, vont à la pharmacie, mais ne traînaillent pas. Donc, on est là-dedans. En revanche, depuis déjà très, très longtemps, et avant que la France ne fasse des annonces, ils anticipent à ce que, par exemple, les personnes âgées de plus de 70 ans puissent avoir un confinement extrêmement long. Et dès le début, ils ont dit, ou ils ont laissé entendre que restaurants ou autres ne rouvriraient pas avant le mois de septembre. Ah oui, avant le mois de septembre. Voilà. Bon, à mon avis, ils ne le rouvriront pas pour une deuxième raison, c'est que je pense que les 2 tiers des restaurants vont déposer le bilan. Et Mais ça, d'ailleurs, puisqu'on est sur l'Angleterre, on ne parle plus du Brexit. plus du tout. Plus du Ah, tout, même à Londres. c'est plus du tout à l'ordre du jour. Il paraît d'ailleurs que le gouvernement britannique essaye de rester dans le tempo, mais ils n'y arrivent pas du tout. Et il semble que tout ça disparaisse un petit peu aux oubliettes. Il n'y aurait pas de Brexit, tu crois, ou qu'il y aurait... Ah, il va peut-être y avoir encore de 6 mois en 6 mois ou d'année en année un report. En tout cas, pour l'instant, personne n'est là-dedans et je pense que personne n'ose prononcer le mot Brexit dans les actus britanniques. Et la livre se porte comment? Parce que nous, on dit on est un peu protégé par l'euro dans cette crise, parce que la planche à billets fonctionne, la Banque centrale européenne émet beaucoup d'argent. Comment ça se passe Elle a plutôt eu tendance à remonter autour de 1,15, 1,16 et elle est restée finalement assez ferme. Il y a eu un petit plongeon au début. La politique monétaire est généreuse aussi. Ouais. La Bank of England, avant la BCE, a annoncé tout de suite les centaines de milliards de soutien à l'économie. Il faut juste préciser que Londres, vous voyez, moi j'ai 3 de mes enfants qui habitent Londres. Une indemnité de chômeur, donc style assédique, il faut avoir en tête que c'est 57 pounds par semaine pendant 6 mois. Voilà, c'est à peu près à ça. Pour la première fois dans l'histoire britannique, ils ont mis en place le furlough scheme qui correspond au chômage partiel plafonné à 2500 pounds et 80% du salaire d'origine. C'est historique. Les entreprises, style les restaurants, les commerces qui ont dû fermer, ont le droit à une aide de soutien de 25 000 pounds, flat, point barre. Il n'y a pas les PGE, on n'est pas du tout au même régime qu'ici. Ça va être un désastre économique en termes de destruction de valeur. Les Anglais, les Britanniques sont pragmatiques, ils s'en remettront. Et en attendant, je pense que ça va être très, très compliqué. On est très protégé en France avec notre système. Alors, justement, repassons la Manche et venons en France. Bon, quelle est la situation aujourd'hui des entreprises? Comment tu vois, en fin de compte, la situation du tissu économique d'entreprises, notamment français? Alors, on pourrait parler aussi mondial, mais soyons un peu sur la France, tu connais bien notre tissu. Comment tu vois les choses aujourd'hui? Je pense, pour répondre à la question, c'est peut-être pas inutile de faire un petit panorama un peu macroéconomique très, très rapide. Cette crise, c'est à la fois la simultanéité d'un choc d'offres et d'un choc de demande, avec une crise qui concerne vraiment les flux réels et pas le système financier. C'est pour ça que les comparaisons hasardeuses que l'on voit par rapport à la crise de 29 sont complètement erronées. Il y a de la liquidité. On a mis le pays dans un coma artificiel, on a mis l'économie sous perfusion. Et en fait, pour moi, on voit que cette crise, elle a des conséquences qui sont commerciales, industrielles, financières, sociales, comportementales, et que ça met en évidence à la fois la complexité, l'interaction, l'interdépendance de nos entreprises par rapport aux autres entreprises, par rapport à l'Europe, par rapport au reste du monde. Et puis ça pose, je pense, un vrai sujet, c'est celui de notre souveraineté. En fait, on a vu qu'on avait un problème de souveraineté économique, on n'a pas nos gants, on n'a pas nos masques, on n'a pas le gel hydroalcoolique, mais en termes de souveraineté numérique, on est très, très à la traîne. Ça, c'est un peu le panorama macroéconomique. Sur la situation des entreprises, moi, je crois que déjà, on va commencer par une bonne nouvelle. Parce que dans ce panorama sombre, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que l'entreprise, en tant que corps social, s'est vraiment affirmée. Et je dirais que pour les 11 millions de salariés qui sont aujourd'hui en chômage partiel,
l'entreprise leur manque, y compris aux salariés les moins motivés. Il y a de la peur, il y a de l'angoisse, et l'entreprise, elle a eu son utilité. Moi, j'ai fait une douzaine de webconférences, donc un peu moins que toi, mais j'ai été au contact d'environ 2000 chefs d'entreprise. J'ai reçu à peu près 200 questions, et puis j'ai fait beaucoup d'interventions dans les médias. Et ce que l'on voit, c'est qu'on a aujourd'hui à la fois des salariés et des dirigeants qui sont traumatisés par ce qui se passe, pour des raisons complètement différentes. D'abord, le salarié à qui on dit tu ne peux plus aller travailler, tu dois rester chez toi, on te met au chômage partiel, c'est un véritable traumatisme. Et il faut qu'une fois pour toutes, tout le monde accepte que nous vivons une espèce de traumatisme collectif que l'on vit tous différemment, hein, bien évidemment, parce que ça dépend aussi de nos personnalités. Mais on verra que tout à l'heure, quand on abordera le sujet social, ça a vraiment son importance. On a les patrons qui sont soumis à très rude épreuve, bien évidemment, qui ont eu une crise. Il y a généralement 4 phases, hein. Il y a l'urgence, il y a la crise, il y a le run, c'est-à-dire les affaires courantes, et puis il y a le build ou le rebuild, c'est-à-dire les actions structurelles de long terme, d'allocation des ressources, de M&A ou autres. Là, les dirigeants, ils sont tous passés par les mêmes étapes. Première étape, ça a été organiser la fermeture et l'arrêt pour beaucoup de leurs entreprises, ou une espèce de semi-arrêt. Donc ça, c'était l'urgence. Ensuite, il a fallu qu'ils se préoccupent immédiatement de leur santé économique, et donc de leur trésorerie, notamment, de leurs moyens pour payer les salaires du mois de mars pour beaucoup de petites entreprises, de leurs moyens pour voir l'avenir. Et puis, aujourd'hui, ils sont dans d'autres sujets. Ils sont, par rapport à la semaine prochaine, dans des problématiques de reprise. Alors, il y a des aspects sanitaires, mais il y a des aspects industriels, économiques, d'approvisionnement. Et puis, on voit bien qu'il va y avoir cette interaction entre tous les agents économiques. Au milieu de tout ça, on a la confiance, bien évidemment, parce que le risque, c'est effectivement dans l'expérience utilisateur ou l'expérience client, dans la dépendance aux outils numériques. On a tous vu, les plus grandes entreprises et les plus grandes banques françaises n'ont pas été capables d'organiser le télétravail dans les 48 heures des annonces du Premier ministre et du Président de la République, parce que leurs serveurs informatiques ne permettaient pas de supporter autant de connexions externes. Donc, ça a soulevé tous les sujets de transition. Et on va voir que c'est quelque chose d'extrêmement important par rapport à cette notion de transformation et les leviers pour l'entreprise, à la fois la transition numérique que l'on pensait derrière nous, mais également, bien évidemment, les transitions de modèles économiques, notamment par rapport à l'environnement et également par rapport au dialogue social. Alors, maintenant, tu as fait le diagnostic des situations et des enjeux que ça posait, notamment, bien entendu, j'ai bien aimé ce qu'on disait, que la crise est révélateur de ses faiblesses. C'est vrai qu'on découvre en fin de compte nos lacunes, hein, quand on est dans une période de tempête. Bon, maintenant, donc, l'horizon de la reprise, d'une certaine reprise, s'ouvre. Quels sont les éléments sur lesquels tu penses que le chef d'entreprise aujourd'hui doit travailler? Le préfet Lalande nous disait, il faut des clés, mais pour des clés, il faut des serrures. Donc, il faut trouver des serrures. Donc, l'entreprise a fait le tri entre les bonnes et les mauvaises clés qu'il avait dans son entreprise. Maintenant, il faut qu'il aille chercher les serrures. Donc, quelles sont pour toi les serrures qu'il va falloir ouvrir pour assurer la reprise de son entreprise? Alors, avant tout, 2 postulats de base et 2 constats. Tout va dépendre dans les jours qui viennent de ce que j'appelle l'intensité de la demande. Les entreprises produisent, mais s'il n'y a pas de demande, à un moment, ça va leur poser un problème dans leur modèle. Donc, quel va être le ramp-up, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire quelle va être la progression de l'entreprise, quelle va être cette demande, en quoi elle va pouvoir drainer ma production, qu'il s'agisse d'ailleurs de production de biens industriels ou de services. D'ailleurs, on peut s'apercevoir que dans les services, il y aura certainement beaucoup de problèmes, en tout cas dans tous les métiers
du consulting. Donc en gros, c'est quand l'on va revenir au 100%, à la base 100 qu'on avait avant cette crise. Ça, je pense, c'est un postulat qui est très très important parce qu'il va être conducteur de beaucoup de choses. La deuxième chose, c'est que généralement, moi, effectivement, comme tu l'as rappelé, mon métier, ce sont les crises, ce sont les ruptures dans les entreprises, les transitions. Généralement, il faut 6 à 12 mois pour retomber sur ses pieds par rapport à d'une organisation A vers une organisation C. Là, moi, je prévois 12 à 18 mois. Je pense que le vrai horizon, et il ne faut pas se leurrer, c'est fin 2021. Certes, il y a des entreprises qui iront beaucoup plus vite et des entreprises qui, malheureusement, iront beaucoup plus lentement. On verra lesquelles. Donc, effectivement, ça, ce sont deux sujets importants. Avec un gros questionnement, avant de parler des serrures, le gros questionnement, c'est les entreprises aujourd'hui, pour combler la destruction de valeur, on leur donne une clé qui est la dette. Donc on a de la dette qui vient financer de la destruction de valeur, ce qui est donc l'antithèse de la dette. En théorie, pour avoir vu beaucoup d'entreprises, toi aussi de ton côté, ou tous ceux qui nous écoutent, quand vous allez voir votre banquier et que vous lui dites « Voilà, j'ai fait des pertes, j'aimerais les financer, pouvez-vous me donner un emprunt ?» On sait tous qu'on ne l'a pas. Donc aujourd'hui, l'instrument qu'on a trouvé, c'est ça. Moi, ce que je pense, c'est qu'on va vers un double mouvement. On va vers de la dette perpétuelle pour les États. Je crois que les tabous sont en train de tomber. Le fait qu'avant le tabou, c'était 100% du PIB. Bon, le Japon vit avec 3 fois plus, mais en termes de dette, que l'on passe de 100 à 130%, si tout le monde est d'accord et fait la même chose, ça ne posera pas de problème. Les États sont dans une notion de dette perpétuelle, sauf ceux qui tombent en défaut de paiement. Et je pense qu'on va aller vers ce même sujet pour les entreprises, en tout cas. Il n'est pas envisageable de rembourser la dette. La dette, c'est quoi? C'est étalé dans le temps. Et généralement, la dette, elle finance quoi? La création de valeur, c'est-à-dire soit de la croissance, soit de la modernisation, soit de la productivité, à peu de choses près. Donc, c'est un instrument d'allocation de ressources. Et là, on voit bien que la dette est utilisée pour la destruction de valeur. Il faudra donc retomber sur ses pieds derrière. Ça, là, on est dans le constat. Aujourd'hui, quelles sont les serrures? Moi, j'ai envie de dire à tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent aujourd'hui, l'humain et le social doivent être au cœur de cette reprise. Et je ne le dis pas de façon démagogique. Merci d'avoir parlé de ma fibre sociale, en tout cas, parce que c'est vrai qu'elle fait partie de mon ADN. Ce ne sont pas des choses qui sont antinomiques. Je crois que face à un traumatisme, nous avons vécu quoi? Un traumatisme qui est lié à quoi? À une catastrophe sanitaire assimilable à une catastrophe naturelle. Donc, tout le monde est choqué, traumatisé. La première chose qui est à faire, c'est bien évidemment de ne pas minimiser ce traumatisme vis-à-vis des individus. Et je ne parle pas des employés ou des collaborateurs, je dis des individus. Si vous avez remarqué, on fait comme au 1er janvier, on se demande tous de nos nouvelles au début de chaque mail ou de chaque entretien téléphonique. On en a de moins en moins, en tout cas de toutes les visios qu'on a sur tous les systèmes de la Terre. Et donc, ça prouve bien que l'humain revient au cœur du problème. Les hommes et les femmes seront au cœur de la reprise et de la réussite de la reprise. Il va falloir discuter avec eux, il va falloir écouter leurs craintes et se préoccuper de comment ça se passe chez eux, pour leur famille, les enfants, est-ce qu'ils vont à l'école ou pas, les conjoints, est-ce qu'il y a eu des gens malades ou pas. On est tous concernés. Dans ma famille, il y a 4 cas de Covid. Pas grave, mais il y en a eu 4 quand même. Autour de moi, j'ai eu des décès, comme nous tous. Ça va donc arriver, tous les individus vont être concernés. Donc le chef d'entreprise, il doit être sur le terrain, il doit gérer l'humain, et derrière l'humain, il doit gérer le social. Donc avant tout, une attitude à adopter. La deuxième chose, c'est qu'il faut sécuriser le cash. Il ne faut pas se dire non, non, mais je n'ai besoin de rien. Le cash is king, plus que jamais, il va falloir tenir. Parce qu'il fallait tenir pendant cette période du confinement, il va falloir tenir pendant la période de reprise. Pourquoi? On va avoir des effets de coefficient d'intensité de la demande, donc on ne va pas travailler en basse 100. On va avoir des effets de BFR liés à une reprise d'activité, bien évidemment.
Et puis, il va y avoir cette destruction de valeur plus ou moins accumulée. Bon. Moi, j'imagine qu'il y aura bien évidemment un temps 2 par rapport aux mesures gouvernementales. À l'horizon du mois de septembre, on sera obligé d'accompagner les entreprises dans leur reconquête des marchés. Donc, sécuriser le cash est quelque chose d'extrêmement important. La troisième chose, c'est que aujourd'hui, plus que jamais, révélateur des faiblesses, donc accélérateur du changement. On connaît nos faiblesses, c'est génial. Enfin, on connaît nos faiblesses et on les a verbalisées, on les a eues, comment dirais-je, face à nous. C'est tout ce qui concerne le go-to-market, tout ce qui concerne la chaîne de valeur, le modèle économique, comment je vends à mes clients. Moi, je connais des entreprises digitales, des leaders en France, plusieurs centaines de millions d'euros. Leur activité s'arrête et ils vont avoir 25% de baisse de chiffre d'affaires parce que leurs commerciaux, c'était des commerciaux à l'ancienne. Je connais des entreprises dans les telcos qui sont des clients également, qui ont un système collaboratif super. Ils n'ont pas été capables de le vendre parce qu'ils l'avaient bundelisé avec un téléphone fixe, un téléphone portable, le système collaboratif. Ils n'en ont pas vendu pendant cette crise. Donc, tout le monde va s'interroger sur ce go-to-market. Et c'est là où c'est très, très important parce que si c'est pour repartir de la même façon après cette crise, on va se tromper. Il ne faut pas repartir de la même façon. Il faut donc réfléchir sur soi-même. Et c'est assez important parce que on repart tous sur la même ligne de départ. C'est très cruel. C'est-à-dire que la concurrence va devenir une compétition. Donc, il y aura une prime aux plus agiles. Il y aura une prime à ceux qui sont capables de s'adapter. Moi, je dis toujours, quand on est confronté à de la destruction de valeur et qu'on est dans le cadre d'une restructuration d'entreprise, c'est même l'intitulé d'une partie de mon livre, il faut aller plus vite que la vitesse de détérioration du modèle économique. Quand vous avez un modèle économique qui perd de l'argent, soit en global, soit sur un segment, on le sait, c'est généralement sur une business unit ou un segment, il faut être capable de générer plus rapidement plus de valeur qu'il n'y a de valeur détruite pour organiser la transition d'un modèle. J'avais travaillé, par exemple, avec Solocal, les ex-pages jaunes, sur des sujets comme cela, où on voit bien qu'à un moment, il fallait pouvoir compenser les recettes du print qui avaient une marge brute de l'ordre de 80%. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc ça signifie que le temps, ça va être une des clés extrêmement importantes du futur. Et le temps, vous savez, c'est trois notions très différentes. La vitesse à laquelle on va, le tempo qu'on est capable de donner dans une logique de transformation, dans un plan de route, et puis le momentum. Il y a des choses qu'il faut faire au bon moment et à un certain moment, et je pense qu'il y a des momentum à ne pas louper. Et ça, toute cette réflexion-là, elle est extrêmement importante. En deux mots, de l'agilité, en fait, pour le chef d'entreprise, de la capacité d'adaptation pour être beaucoup plus résilient, parce qu'il va falloir vivre avec les incertitudes. Merci pour cette présentation en condensé au fond d'un cadre de réflexion et un schéma en fin de compte de réflexion et d'action. J'avais envie de revenir sur le premier quand tu parlais de l'humain et du social. Bien entendu, je partage complètement ce que tu dis. Et j'avais envie de te poser la question, quand on sera en octobre et que chacun sait qu'on aura des plans de licenciement, que la tension sur l'emploi sera extrêmement forte dans l'environnement économique, mais aussi dans nos propres entreprises, comment on va concilier cette notion, cet impératif capacitaire, entre guillemets, excuse-moi de dire le mot comme ça, avec cette notion de bienveillance et d'humain? Parce que ça va être quelques mois qui vont être très durs. Ça va être des mois qui vont être très durs et d'ailleurs, je ne suis pas très favorable, moi, au maintien ad vitam aeternam du système de chômage partiel qui risque d'être un leurre, c'est-à-dire ça risque d'être… Voilà, on met sous le tapis la poussière dans le sens où on se dit ceux-là, on les a en trop, donc on les met là. Et en fait, moi, je m'attends surtout à ce que ce soit en 2021 en l'état, qu'il y ait un gros mouvement de plans sociaux une fois que ces dispositifs de chômage partiel iront jusqu'au bout. Pour répondre à ta question, c'est que je pense qu'aujourd'hui, le monde auquel on est confronté va nous forcer à changer nos priorités, en fait. C'est ce que j'appelle élargir le champ de conscience.
On n'a pas eu le temps de parler de transformation, mais quand on parle de transformation, on ne transforme pas que des métriques économiques. C'est qu'à un moment, si on n'est pas cohérent avec la transition climatique, avec la transition de la biodiversité, quand on est dans l'agroalimentaire, la bonne gouvernance, la RSE, on passe à côté de quelque chose. Le dialogue social, c'est la clé de cette reprise. Sur le long terme, le dialogue social, ça se joue sur le long terme. C'est quelque chose qui va apporter beaucoup. Vous savez, on va avoir besoin des salariés, comme ils vont avoir besoin de nous, parce qu'ils ne veulent pas perdre leur emploi, d'accord? Et nous, on ne veut pas perdre les savoir-faire et on ne veut pas perdre nos entreprises. Voilà, moi aussi, je suis entrepreneur. Personne ne veut perdre les entreprises. Et il va falloir faire, vous savez, les dernières les ordonnances El Khomri, la loi El Khomri et les ordonnances Macron, en fait, de 2017, ça permet de faire des accords de performance collective. Oui, il va falloir changer les paradigmes, bien évidemment. Je suis contre tout ce que je lis en disant dans le dur, on va augmenter le temps de travail, etc. C'est voué à l'échec. Toutes les entreprises sont différentes. Accords collectifs dans les entreprises elles-mêmes. Et tout le monde, tous les chefs d'entreprise savent que c'est possible, qu'on a des gens responsables, qu'on n'est pas forcément d'accord, mais qu'on trouve toujours des solutions. Mais c'est aussi un devoir pour le chef d'entreprise de se remettre lui-même en question sur ce qu'il laissait perdurer et n'allait pas. C'est qu'il va falloir accepter aussi, au moins par les marchés, une certaine baisse de la profitabilité ou un rendement sur le plus moyen terme, ou le plus long terme. Alors effectivement, il va falloir que l'on accepte tous. Moi, j'ai été le premier à écrire sur les dividendes en disant il n'est pas compatible de continuer à verser des dividendes pour les grandes entreprises cotées, parce que je connais bien les grandes entreprises cotées, et de demander des aides de l'État dans le même temps. C'est une question de responsabilité sociale. Et si on se verse des dividendes, si on verse des dividendes à ses actionnaires, c'est qu'on peut être autonome. Mais attention, il ne faut pas affaiblir nos entreprises. C'est comme ça, bien évidemment, qu'il fallait comprendre cette prise de position. Je pense que l'on va vers une baisse des rémunérations des dirigeants. Je pense qu'on va vers une baisse des rendements. Je pense que les États vont eux-mêmes faire face à une explosion de la dépense publique et de l'endettement. Les entreprises vont connaître effectivement cette phase d'endettement, vont devoir baisser les rémunérations. Je pense qu'il y aura moins de tension sur les rémunérations aussi, qui étaient en inflation tout de même, parce que le taux de chômage… Avec des écarts qui se creusaient fortement. Ouais. Des écarts qui se creusaient fortement, mais en fait, un taux de chômage qui masquait un plein emploi complet sur les jobs qualifiés. Et effectivement, le dernier point est passionnant, c'est que les obstacles, en fait, à la transformation des modèles sur le plan macroéconomique, ça va être la dette, bien évidemment, ça va être les délocalisations. On est obligé de rester délocalisé, sinon ça va coûter plusieurs points de pouvoir d'achat, peut-être 5 à 10 points de pouvoir d'achat à chacun des individus européens. Et la troisième chose, c'est la rentabilité du capital. La rémunération du capital attendue, comme on le sait, elle est de 12 à 15%. Elle a été certainement beaucoup trop élevée ces derniers temps. Et il va falloir ramener tout ça à la baisse. Quand tu parles des écarts de rémunération, tu prêches aussi cela à Londres ? Oui, alors ça, on est dans un autre monde ici. C'est pour ça que je te pose la question. Mais on est dans un autre monde. On a quand même été un peu contaminé par cette vision des choses anglo-saxonnes. Oui, bien sûr. Et on a tous été contaminés. On a tous aussi fait partie de ces mouvements-là. Et je pense, on voit bien, les entreprises qui ne se sont pas comportées correctement au cours de cette crise, à un moment, ont dû, sous la pression, renoncer. Et ont dû diminuer les rémunérations, renoncer à des dividendes au cours de cette crise, par exemple. Bon, je vois que l'heure avance. Je vais demander à Sébastien s'il y a eu des questions de nos amis qui nous écoutent et ils nous voient. Sébastien ? Il y en a plein. Je vais commencer par celle de Thierry, que je vais nommer Dujardin, qui vous salue. Arnaud, je sais que vous connaissez. Thierry, et je reconnais bien là, en fait, il se préoccupe de cette situation de crise en disant, globalement, les boîtes vont chercher à réduire leurs charges et en même temps, il faut qu'elles se transforment. Donc, comment on peut inciter les boîtes à faire les deux en même temps ? Alors, c'est bien sûr une excellente question parce qu'on a tous vu avec cette crise qu'on était capable de faire au moins aussi bien, voire parfois plus, avec moins. Premier constat. Deuxième constat, on a vu qu'on avait tous mis en place
y compris à l'éducation nationale, des systèmes sur lesquels qu'on voulait développer depuis des mois et des années, et que là, en 48 heures, on les a mis en place. Donc effectivement, on a vu qu'on avait une agilité masquée chez nous. La transformation, c'est la réflexion, c'est le fait de se comparer et le fait de se projeter. On se compare entre entreprises et on se projette par rapport à un monde qui va évoluer. Moi, je dis toujours, attention, dans 20 à 30 ans, il y a 3 milliards d'individus. En 2050, on est 10 milliards sur Terre. Des catastrophes comme on vient de les vivre, sanitaires, pourquoi elles nous touchent? Parce que pour la première fois, ça touche une économie du Nord par rapport à l'hémisphère Sud. Et c'est certainement ça une des grandes novations. La transformation des modèles, c'est une vraie réflexion sur soi. C'est-à-dire, les entreprises doivent se poser trois questions. Qui sont-elles, ce qu'elles sont et ce qu'elles font? C'est le who, le what, le why. C'est à la base de tout. Et effectivement, comment j'arrive à me projeter par la suite? C'est-à-dire que la crise ne doit pas être l'opportunité de se financer pour retrouver mon modèle d'avant. Le modèle d'avant n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est de financer la construction du modèle de demain. Quand je suis dans l'aéronautique, je dois me projeter par rapport effectivement à des avions qui auront moins d'émissions carbone. Quand je suis dans le monde de l'automobile, si je suis un sous-traitant de l'automobile pour des moteurs thermiques diesel, je dois changer très très vite. Et c'est là où l'État doit financer. L'État, les régions, les grands acteurs économiques doivent aider les entreprises en disant je flèche mes financements, des financements à impact, je flèche mes financements si vous changez votre modèle. On ne doit pas donner des financements pour combler des pertes ou financer le modèle d'avant. Et donc, il n'y a pas de changement sans acteurs du changement et sans acteurs de la transformation. Et c'est ça qui est important, c'est un travail collectif qui est à mener. Ça veut dire que nous demande, je ne sais plus qui d'ailleurs, je m'en excuse, mais je retrouverai, nous demande quelqu'un, on peut aussi changer les objectifs et donc les rémunérations variables des managers par rapport surtout à avant. Bien sûr, mais il y a eu l'Institut Montaigne a sorti une étude et il a dit, en gros, je résume, c'est soit on augmente le temps de travail, pas de façon générale, hein, mais on augmente dans le cadre un peu de ce dont je parlais tout à l'heure, des accords de performance collective, soit on augmente le temps de travail, soit on va augmenter les impôts au bout du compte. Donc oui, bien évidemment, il faut utiliser les rémunérations variables. On parlait de la RSE tout à l'heure. La RSE est l'allié de la transformation. Ça concerne également le partage de la valeur ajoutée. Nous devons mieux réfléchir au partage de la valeur ajoutée au niveau des entreprises, rémunérer là-dessus, pas que les managers, tous les salariés. Et en même temps, dans la conversation qu'on a eue ensemble pour préparer, je vous ai entendu dire qu'il fallait des ROI très courts. Oui, la problématique de la RSE, ce n'est pas des ROI très courts. Oui, il faut mener les deux de front. Vous savez, dans les actions de transformation, vous avez toujours deux niveaux. Vous avez les actions de performance et vous avez les actions d'allocation des ressources. Les allocations de performance, généralement, doivent être celles, c'est, comment dirais-je, alors avant, on va dire que jusqu'à 15 ans, c'était produire moins cher plus vite, avec plus de productivité. Aujourd'hui, les actions de performance, c'est comment on fait mieux avec moins. Et c'est ce qui vous permet de financer des actions de plus long terme d'allocation des ressources, de M&A, d'investissement. Et effectivement, avec la crise, les chefs d'entreprise vont devoir faire des choix, c'est-à-dire prioriser. Et qu'est-ce que l'on peut prioriser dans les actions de performance? L'investissement. Ne renoncez pas à l'investissement. C'est la pire des erreurs. C'est ce que nous sommes en train de vivre dans l'aéronautique. C'est ce que nous allons vivre dans les grandes industries. C'est ce qui va avoir un impact énorme aujourd'hui. Et c'est une erreur énorme parce que c'est toute une chaîne de savoir et de savoir-faire et des programmes qui vont prendre du retard par la suite. Et ça, c'est effectivement très dommage. Pourquoi des ROI courts? C'est-à-dire qu'il faut revoir ses objectifs en se disant je vais avoir un fil rouge, une toile de fond, qui est de bâtir de la RSE, de discuter des accords d'entreprise. Vous savez, ça peut se faire très vite, hein. Moi, je le fais toujours dans des délais très très courts de quelques mois. Mieux partager la valeur, mieux intégrer le climat.
Et puis à côté de ça, je vais me choisir des objectifs dont je sais, des investissements dont je sais que j'aurai le retour le plus vite possible. Globalement, moins de 1 ou 2 ans, qui va être le temps qu'il va falloir pour retomber sur nos pieds. C'est-à-dire qu'en 2 ans, moins de 2 ans, vous pouvez avoir un retour sur ces investissements et donc régénérer de la valeur. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire des objectifs atteignables rapidement et pas des objectifs théoriques non atteignables. Alors, résultat, Bernard fait une remarque, qui est à la fois une remarque question. Finalement, le Covid va desserrer le frein de la résistance au changement. Oui, alors ça, il le faut. Mais vous savez, il n'y a pas que les salariés qui sont résistants au changement, il y a aussi les entrepreneurs. Effectivement, donc c'est une grosse remise en question. C'est pour ça que je dis, et je l'ai écrit dans un papier, quoi. C'est un révélateur de faiblesse et un accélérateur de changement. C'est effectivement une opportunité. On voit aujourd'hui la responsabilité dans tous les domaines de chacun vis-à-vis du collectif et la responsabilité du collectif vis-à-vis de tous les individus. Et je pense qu'effectivement, il faut aller vers de la différenciation, il faut aller vers de la valeur ajoutée, il faut aller vers des bonnes attitudes. Il va falloir aller, vous savez, dans le monde d'avant, là, on se croyait un peu riche et puis épargner de tout avec un système très protecteur. Là, c'est un peu une douche froide parce que, comme on dit, effectivement, il n'y en aura pas forcément pour tout le monde. Et puis là, on est confronté pour la première fois de notre vie à un problème de santé publique au sens mondial. Donc oui, effectivement, il y a des nouveaux référentiels de prise de décision qui vont s'imposer. J'avais une question par rapport au rôle de. Tu as parlé du rôle de l'État français. Tu vis dans un pays où l'État n'a pas du tout le même rôle qu'en France. Pour sortir de cette crise, pour redynamiser notre tissu économique, tu es pour un jeu collectif entre le public et le privé. Oui. Et à quelle échelle? Et comment tu compares peut-être ce qui se passe à Londres versus ce qui se passe à Paris? Alors, en tout cas, moi, je suis absolument pour le fait que, d'abord, on a un constat, c'est qu'il y a de l'argent. On n'a pas un manque de liquidité. Les fonds d'investissement regorgent d'argent. Beaucoup, je crois que Apollo a établi une liste de 350 sociétés cibles. Je sais que beaucoup de fonds d'investissement sont aujourd'hui à l'affût. On a vu d'ailleurs des mouvements capitalistiques sur des très grandes entreprises françaises ces dernières semaines, en pleine période de Covid, ce qui pourrait paraître paradoxal. Et on sait très bien que beaucoup de chefs d'entreprise seront à la manœuvre bientôt. Donc ça, c'est effectivement le constat. Moi, je suis plutôt pour un capitalisme à l'allemande, où les régions sont des maillons indispensables. Et les régions, et Jean-Pierre, on a eu l'occasion de travailler ensemble sur ce sujet, c'est un sujet qui me tient à cœur, et je te remercie de l'avoir accueilli comme ça, parce qu'avec toi, avec Thierry, on a pu avancer un certain nombre de choses. Les régions sont pour moi le maillon indispensable. L'État vient de faire son rôle. Là, on a eu le pompier qui est venu, qui a dit « Attendez, je suis là et je mets l'argent ». Très, très vite, moi, je préconise de passer à l'échelon des régions. Pourquoi? Parce que les régions sont expertes de leur territoire, parce que les régions vont voir une chose on ne voit pas forcément au niveau de. C'est centralisé, au niveau de Bercy, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est ce qu'on peut appeler les externalités positives, les bénéfices secondaires. Sauver une entreprise sur un territoire. Moi, je suis un homme des territoires. Je suis ni un Londonien, ni un Parisien. J'ai passé ma vie en province, quoi, quand j'étais petit et pour travailler. Et donc, on voit bien que sauver une entreprise, à un moment, c'est sauver un écosystème autour. Et que sauver 100 emplois, on sait très bien que ça en sauve 400 autour, de la boulangerie au supermarché, à la crèche, à l'école, etc., etc. Et c'est effectivement extrêmement important. Donc, l'échelon des régions est important. Pourquoi je parle à l'allemande? Parce que les lenders allemands sont au capital de leurs entreprises. Faites le constat, 5800 ETI en France, 12 500 en Allemagne. Et effectivement, il nous faut des entreprises plus grandes, plus fortes, beaucoup plus résilientes. Et il faut apprendre aux entrepreneurs français à s'allier. Alors ça, moi, je l'ai vécu un peu partout sur les territoires. J'ai effectivement travaillé aussi bien à Saint-Nazaire que dans le centre de la France, que dans le sud ou autre. Les chefs d'entreprise renaclent à s'allier entre eux, parce que chacun veut garder son précaré, être le patron chez soi. Et je pense que c'est une grosse erreur. Il faut atteindre des tailles critiques, il faut savoir mettre en commun
l'échelon régional est souvent une bonne chose. Je vais vous donner un exemple en 1 minute. J'étais à Saint-Nazaire. Après la crise de 2008, qui a été extrêmement sévère et qui a vu les chantiers de Saint-Nazaire, qu'on appelait STX, qu'on appelait avant les chantiers de l'Atlantique, perdre toutes leurs commandes, il y avait à l'époque 11 agenceurs français, ceux qui font les intérieurs à base d'ébénisterie ou autres. Il n'en reste plus qu'un. Et aujourd'hui, ce sont des Italiens, des Polonais, des Roumains qui font les intérieurs de paquebots. On avait tenté une démarche pour allier les agenceurs. Ça ne marchait pas, ce n'était pas possible. Et donc, je pense que ça, c'est une clé. Donc, l'échelon de la région, pour moi, est très important. Et je pense que l'État, pour moins gaspiller, aura intérêt pour le plan de relance, là, on est dans le plan de soutien, à passer par les régions. Bien, je dois leur avancer. Je sais que je dois te libérer pour aller à ton autre webinaire. Dis-moi un peu une raison d'espérer, comme ça, si j'en donnais une, à nous tous. Alors, moi, je pense qu'on a tous compris qu'on était aujourd'hui dans un monde d'incertitude. Hein. À West Point, tu parlais de l'école militaire tout à l'heure. Je suis fils de militaire. Et l'Institut des hautes études en gestion de crise, c'est censé être l'école de guerre des dirigeants d'entreprise. On est dans un monde que West Point appelle VUCA, c'est-à-dire Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguous. Je pense qu'on va y rester pour très longtemps. Ma raison d'espérer, c'est qu'aujourd'hui, la transformation de nos modèles économiques passera par les grands enjeux planétaires et que donc, on va être obligé d'élargir notre champ de conscience et qu'on va avoir des nouveaux référentiels de prise de décision. Il faut sauter là-dessus et il faut embarquer tous nos salariés là-dessus et dans cette direction. Bon, merci beaucoup Arnaud pour cet éclairage, pour nous conseiller, nous aider à éclairer la route de la reprise, la route de la levée du déconfinement. Tu nous as effectivement, et je n'ai pas le temps de faire le résumé parce que je dois te libérer, mais tu peux couper si tu veux. Je disais simplement que tu nous as expliqué quelles étaient les étapes du retour à meilleure fortune, j'allais dire, notamment en insistant sur l'humain, le social, sans sous-estimer le traumatisme. Tu as tout à fait raison, on en parlait encore ce matin d'ailleurs avec Thierry, de l'importance de prendre en compte le traumatisme individuel de cette crise. Il faut sécuriser le cash et accélérer le changement. Ça, c'est un point très important. Au fond, cette crise est un révélateur de faiblesse et un accélérateur de changement. J'aime bien cette phrase aussi. Et il faut aller avec le bon tempo, le bon momentum et à la bonne vitesse pour assurer cette transformation. Merci beaucoup. Le conseil que tu nous donnes d'ailleurs aussi, plus particulièrement aux entrepreneurs français, en ayant reconnu effectivement qu'au fond, notre mix public-privé a des avantages dans ces périodes de crise, comparé à d'autres pays que tu connais. Mais tu le dis quand même, on a un point sur lequel on doit faire des progrès, c'est s'allier. Et en fait, moi j'aime bien dire la notion du collaboration, coopération, de tout ce qui est va être très important et encore plus. Et peut-être que culturellement, nous devons, nous, en tant que décideurs, chefs d'entreprise, être plus enclins à faire ces alliances, quelquefois perdre un peu d'autonomie, c'est permettre quelquefois de jouer dans une coupe plus grande. Merci beaucoup Arnaud. Donc demain, nous recevons Maud Bailly. Au revoir Arnaud. Je crois que Arnaud doit filer. Donc, à bientôt. À bientôt donc. Hein. Donc, demain, nous recevons… Pardon ? Si je puis me permettre, Jean-Pierre, juste sur le sujet du traumatisme, sur ma chaîne YouTube de l'IHEGC, il y a un webinaire que j'ai fait avec Nathalie Serrero, psychiatre, victimologue, où nous expliquons tout ça à deux voix, vu du côté de l'entreprise et vu du côté de l'individu. Allez le visionner, ça dure 1 heure. C'est très intéressant et c'est animé par la journaliste de BFM Business, Laure Closier. Voilà. Okay. Merci. Merci Arnaud. À très bientôt. Hein. À très Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci Arnaud. Donc, mes amis, dans les minutes qui restent, c'est pour vous dire que nous allons continuer les cafés de l'après la semaine prochaine. Nous avons décidé de faire des cafés de l'après en tenant compte d'un déconfinement partiel. Donc, nous ferons 2 cafés de l'après par semaine, ceci jusqu'aux vacances, en espérant qu'on pourra prendre des vacances d'ailleurs. Si on est tous confinés en nos régions parce qu'on ne peut pas voyager, on continuera peut-être le café de l'après. Mais en tout cas, jusqu'aux grandes vacances, 2 par semaine, le mardi et le vendredi. Et nous maintenons le même horaire, 13h45, 14h30, parce que comme malheureusement, les restaurants ne sont pas ouverts, que les cantines ne sont pas ouvertes, je pense que vous aurez
encore plus de possibilités en mangeant votre salade ou votre sandwich assis dans votre bureau ou à domicile d'écouter le café de l'après. Donc, la semaine prochaine, ce sera mardi et vendredi, 13h45, 14h30. Et on vous prépare un super programme avec toute l'équipe. Merci à tous, bon après-midi et donc à demain avec Bailly. Merci. Au revoir à tous.